Hey, good morning Internet! Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et ça a son importance pour la vidéo du jour. Je décide sur ma chaîne donc d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'analyse les différentes stratégies affectives de nos célébrités, de nos stars, comme j'aime les appeler, pour vous donner justement les meilleures leçons et les meilleurs conseils pour vous aussi, que vous puissiez avoir par la suite une vie amoureuse équilibrée. Alors, le sujet du jour, j'en ai conscience, ne va pas plaire à tout le monde, j'en ai pleinement conscience évidemment. Et donc, si vous ne le savez pas, la reine Elisabeth II est décédée il y a quelques jours et je lui ai rendu hommage à travers ma vidéo précédente. J'ai mis en lumière des qualités qui étaient les siennes, j'ai parlé de l'image de stabilité qu'elle a apportée à son pays, qu'elle a apportée à la couronne britannique et justement de cette figure emblématique qu'était la reine Elisabeth II pour son pays, mais aussi de manière générale pour le monde. J'ai parlé également de son dévouement, j'ai parlé de sa droiture et j'ai également parlé de sa mission de vie qui était tout simplement d'être la meilleure reine possible. Alors dans cette vidéo, si je vais être beaucoup plus objective, je vais parler de ses parts sombres car oui, elle n'était pas une sainte, loin de là. Je mettrai de côté d'abord le scandale lié au Panama Papers et d'autres scandales beaucoup plus sombres. Je vais aujourd'hui me focaliser, me concentrer sur le rôle qu'elle a pu jouer ou non dans la vie et la disparition tragique de Lady Diana. Je vous demande d'abord, il y a plusieurs disclaimers. Dans un premier temps, il faut comprendre que on ne tombe pas dans une sorte d'idolâtrie, bien au contraire. Et de l'autre, c'est que je ne veux pas non plus que vous puissiez tomber dans une sorte de sacralisation des personnes décédées. Une personne peut décéder et on peut quand même la critiquer, je suis désolée, on peut avoir un avis qui est objectif par rapport à ce qu'elle a fait et c'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette vidéo. Je rappelle également que je suis franco-américaine, donc d'une part aux États-Unis, on n'a jamais eu de roi et on ne risque pas d'en avoir, et de l'autre en France, tout le monde sait ce qu'on a fait à Louis XVI et à Marie-Antoinette. Donc j'ai moi, du coup, de mon côté, je n'ai pas cette sacralisation, je n'ai pas ce respect disproportionné par rapport à la couronne. Donc bien évidemment, je respecte les traditions, mais je ne suis pas non plus, je ne vais pas tomber dans une espèce d'idolâtrie, loin de moi cette idée. Alors, pour bien comprendre l'histoire de Diana et donc l'histoire de la reine, il faut remonter tout simplement à l'enfance de la reine. La reine Elisabeth II n'était pas du tout destinée à être reine, bien au contraire. Elle est troisième dans l'ordre de succession. Il y avait avant tout Édouard VIII, ensuite il y avait George VI, et ensuite il y avait elle. Et donc Édouard VIII, qui est son oncle, n'a jamais aimé la monarchie, n'a jamais apprécié, n'a jamais eu de respect pour cette institution. Il a toujours considéré que c'était une espèce de mascarade, une espèce de théâtre, de comédie ambulante dont il ne voulait pas faire partie. C'est la raison pour laquelle il a abdiqué et il est parti tout simplement épouser une actrice américaine. D'accord. Et donc le père de la reine Elisabeth II, George VI, lui a bien fait comprendre que la couronne en fait n'est pas une chose à prendre à la légère. La couronne est une chose, est une mission, est une chose que vous devez porter jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. C'est l'essence même de votre vie. Donc la reine, elle a grandi vraiment avec ses traditions. Elle a grandi avec le fait qu'elle devait faire de son mieux pardon, pour faire perdurer justement la lignée royale, pour faire perdurer l'histoire qui était la sienne et celle de sa famille. Donc elle n'a jamais pris du tout à la rigolade ce rôle, bien au contraire, elle a toujours été focus et elle s'est donné corps et âme pour être la meilleure reine possible. God save the Queen. Il y a un personnage clé de cette histoire et c'est Lord Mountbatten. Il est né Louis Mountbatten et c'est un des petits-enfants de la reine Victoria. Donc c'est une personne qui fait partie de la famille royale, qui a du sang royal, qui est très respectée, très écoutée par la reine Elisabeth II et surtout qui a une très grande influence sur elle. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'elle va rencontrer son futur mari, donc le prince Philippe de Grèce et de Danemark, le prince Philippe Mountbatten qui est un des neveux de Lord Mountbatten et c'est grâce au Lord Mountbatten qu'ils vont se mettre ensemble et qu'ils vont créer du coup la famille Mountbatten-Windsor pour celles et ceux qui ne savent pas. Et donc cette personne-là, elle a joué un rôle fondamental dans la vie de la reine Elisabeth II, dans la vie du prince Philippe et aussi dans la vie du prince Charles. Il a toujours eu une espèce de figure paternelle pour ces trois personnes-là. La reine Elisabeth II parce qu'elle n'a jamais connu son père, le prince Philippe parce qu'ils étaient très proches et parce que plus tard, je vais expliquer pourquoi il était aussi présent pour le prince Charles. Et donc, ces personnes-là est écoutée et respectée. On écoute ce qu'il a à dire. Il a une très grande influence au sein de la famille royale. Le prince Charles est un prince un petit peu particulier. Il manque
vraiment d'amour. Il n'a pas grandi avec l'amour et l'affection de ses parents. D'une part, son père, le prince Philippe, c'est un ancien militaire, donc il est très dur, très sévère. Il ne comprend pas pourquoi Charles est aussi sensible. Pourquoi est-ce qu'il est aussi sentimental et pourquoi est-ce qu'il veut passer autant de temps avec lui. Il ne veut pas passer autant de temps avec lui. Il dit qu'un homme doit être dur, doit être solide. Donc à l'époque, évidemment, c'est un peu cliché maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment la tradition, quoi. C'était vraiment l'idée générale qui émanait de la vision d'un homme. Et donc de l'autre côté, il y a la mère de Charles qui est la reine Elisabeth II. Donc elle, parce qu'elle est justement reine, elle a des fonctions qu'elle doit honorer. Donc elle n'a pas le temps de donner beaucoup d'amour à Charles, elle n'a pas le temps de grandir avec lui, elle n'a pas le temps en fait de l'écouter, de le supporter. Donc au début, ils n'ont pas du tout une fonction, ils n'ont pas du tout une relation plutôt très proche, une relation sentimentale, une relation où il y a beaucoup d'affection, bien au contraire. Et donc Charles, il s'est naturellement tourné vers Lord Mountbatten, qui lui aussi, encore une fois, a joué un rôle justement de père, une figure paternelle. Et donc c'est lui qui va l'écouter, qui va le conseiller durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Donc il est mort justement de manière prématurée. Il est mort tué par voilà, une coalition irlandaise, etc., qui était indépendantiste. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, il a été tué de manière absolument désastreuse. Il est mort au combat. Et donc ça a été vraiment le drame de la vie de Charles à l'époque, puisqu'il a perdu justement son repère, il a perdu sa figure paternelle. Et donc Charles, en manque d'amour, évidemment, il va transférer justement ce manque d'amour dans les relations amoureuses. Il va être un coureur de jupons, il va enchaîner les relations son lendemain, et ben oui, tout simplement, il est beau, il est jeune, il est riche, et c'est le futur roi d'Angleterre, donc forcément, il a toutes les femmes à ses pieds. Et donc, il va évidemment profiter de son statut social, de ses privilèges qui sont les siens, pour être tout simplement un coureur de jupons et enchaîner les relations avec les plus belles femmes de l'époque. Jusqu'à ce qu'il tombe sur Camilla. Le prince Charles va tomber éperdument amoureux de Camilla. C'est vraiment l'amour de sa vie. Ça a toujours été elle, c'est elle et ça sera probablement toujours elle. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs entraves à cela. Il y a d'abord le fait que Camilla ne soit pas issue du milieu aristocratique britannique, bien au contraire, elle est issue d'un milieu modeste. Son père a été un officiel qui s'est ensuite reconverti par la suite. Elle vient d'un petit village paumé, elle n'a pas de son noble, elle n'a pas de son royal en elle, elle n'est pas riche. Deuxième problème, elle était sur le point de se marier à Andrew Parker Bowles. Elle était fiancée à Andrew. Qui est Andrew? Andrew est un proche de la famille royale et c'est surtout l'ex de la petite sœur de Charles. Donc il y avait déjà des sortes d'amitié entre Andrew et Charles, mais en plus de ça, on rajoute le fait que cette femme ne soit pas d'une lignée entre guillemets assez digne pour être la mère du futur roi ou de la future reine d'Angleterre, et donc la reine a tout simplement posé son droit de veto. Elle a dit Charles, tu vas me chercher une autre femme, déjà qui soit beaucoup plus belle, déjà qui soit beaucoup plus jeune, et il est hors de question que tu me ramènes cet individu dans ma famille, il n'en est pas question. Pour s'assurer justement que la relation entre Charles et Camilla n'aura jamais lieu, la reine a tout simplement envoyé Charles faire un stage professionnel à l'étranger, loin du Royaume-Uni, le temps que Camilla puisse justement se marier et commencer à faire ses premiers enfants. Donc à l'époque, une reine ne pouvait pas être une femme non vierge, ne pouvait pas être une femme déjà divorcée qui a déjà été mariée auparavant. Il en était absolument hors de question, c'était inconvenable. Et donc, de manière théorique, la reine avait quand même réussi à éloigner Charles de Camilla. Cependant, lorsque Charles est revenu justement au Royaume-Uni, ses sentiments pour Camilla ne se sont pas du tout estampés, bien au contraire. Ils étaient de plus en plus forts et ils savaient pertinemment qu'elle était mariée, mais ils ont continué justement à avoir cette relation extra-conjugale. Et donc Camilla, du coup, a proposé un marché à Charles. Elle lui a dit, ok, on sera toujours ensemble, toi et moi, c'est pour la vie. Comme je ne peux pas être reine parce que je suis déjà mariée et que j'ai un enfant, on va trouver ensemble une femme pour toi, une femme qui soit assez jeune, assez bête, assez naïve, qui ne verra pas justement la relation que nous avons et nous pourrons continuer justement à vivre notre histoire d'amour, à faire nos affaires comme si de rien n'était. Et ils ont trouvé justement cette personne en la jeune Diana Spencer de l'époque, qui
était Lady Diana? Alors Diana, en apparence, c'est vraiment la jeune femme idéale. Elle est issue de la famille Spencer, donc une célèbre famille de lignée de l'aristocratie britannique, dont les origines remontent au XVe siècle. Sa famille a des liens très étroits avec la famille royale. Elle est issue d'une bonne famille, elle a reçu une bonne éducation, du moins en apparence. Elle est très jolie, elle est très jeune, elle est joviale, plutôt naïve, elle ne sait rien du monde, elle croit un petit peu comme ça au bisounours, j'ai envie de dire. Elle sort à peine de l'adolescence, donc ça reste quand même une femme qui est assez jeune, assez naïve, assez fraîche. Voilà, il y a quand même pas mal de bons côtés par rapport à Diana. Alors, son chemin va croiser celui de Charles lorsqu'elle avait 16 ans, et parce que Charles était tout simplement en couple avec la grande sœur de Lady Diana. Et lorsque Charles va subir une pression familiale pour justement se marier, il va naturellement penser à Lady Diana. Et donc, à ce moment-là, elle a 19 ans et lui aura 32 ans. L'écart d'âge ici est très important parce que lui savait pertinemment ce qu'il faisait. Il savait qu'il lui fallait une jeune femme belle, jeune, fertile et surtout assez naïve qui allait être en mesure en fait de ne pas se rendre compte de la supercherie que tout ça était. Parce qu'en réalité, ça a toujours été Charles et Camilla, ça a toujours été un couple avec une personne qui est là pour la façade, une personne qui est là pour la mascarade, pardon. Mascarade, oh, je vais y arriver. Alors, Diana, c'est vraiment la fille idéale pour ça, en apparence. Le problème, c'est que Diana elle-même, elle avait un passé qui était bien lourd, un passé qui était plutôt sombre. Diana a d'abord grandi avec ce sentiment de culpabilité. Ses parents, en fait, espéraient du moins avoir un petit garçon pour qu'il puisse être l'héritier justement du vicomte qui était son père. Et Diana, en fait, est tout simplement sortie en tant que femme. Elle a vraiment porté avec elle ce sentiment de culpabilité d'une part, et surtout de l'autre, elle ne grandit pas dans un cadre familial qui est sain. Ses parents ont une relation vraiment très toxique, malsaine, violente, abusive à la fois oralement et aussi mentalement et physiquement. Et donc lorsqu'elle a 6 ans, sa mère décide tout simplement de quitter le foyer conjugal, de quitter son père. Elle part, elle ne donne plus aucune nouvelle à personne. Et Diana va vraiment le vivre comme une espèce d'abandon. Elle va le vivre comme une terreur. C'est vraiment la plus grande peur de sa vie, c'est d'être abandonnée. Elle ne s'est jamais sentie aimée, elle ne s'est jamais sentie désirée, voulue, acceptée. Et du coup, elle va trimballer comme ça avec elle cette étiquette malheureuse. Elle décrit vraiment son enfance comme une des enfances les plus malheureuses qui puissent y exister et avoir lieu sur Terre. Et elle se sent très mal. D'ailleurs, à l'école, elle n'a pas d'excellentes bonnes notes. Elle a plutôt une médiocrité, voilà, une médiocrité scolaire. Et elle réussit quand même à plus ou moins bien se sortir par la suite parce qu'elle va être envoyée tout simplement en pension, notamment en Suisse. Et une fois de retour, du coup, en Grande-Bretagne, elle va devenir tout simplement nounou. Elle va quand même réussir à s'insérer professionnellement dans un job qui lui plaisait, dans un job où elle était à l'aise, elle était confortable puisqu'elle adorait les enfants et elle adorait être avec eux. Donc, elle a d'abord subi plusieurs chocs, traumatismes en tant qu'enfant. Elle ne s'est jamais sentie désirée. Elle a souffert d'un manque d'amour. Elle souffre également d'un manque de confiance en elle. Et surtout, elle se sent abandonnée en fait. Elle ne se sent pas assez aimée, assez valorisée. Diana, parce qu'elle a eu une enfance malheureuse, elle a trimballé avec elle des problèmes d'ordre psychologique. Elle n'était pas stable émotionnellement, pas non plus psychologiquement, et elle a souffert vraiment d'un grand manque d'amour. Alors, le prince Charles, pour faire évidemment plaisir à sa mère, il savait pertinemment qu'il fallait qu'elle puisse épouser une femme qui soit en apparence parfaite. Et donc, je rappelle qu'à l'époque, les problèmes justement psychologiques n'étaient pas traités comme des problèmes psychologiques aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des maladies et donc c'est reconnu. Les personnes qui souffrent de ces problèmes mentaux-là sont soignées comme tout simplement des malades entre guillemets ordinaires. Mais à l'époque, c'était mal connu, c'était pas traité. Donc la reine, elle avait elle-même dans sa famille, du côté de sa mère, des personnes qui souffraient justement de maladies mentales. Et donc elle les avait enfermées dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'elle ne voulait pas que l'image de sa royauté soit entachée par ce genre de choses. Elle ne voulait pas être assimilée à ça et donc elle les a enfermées dans des hôpitaux psychiatriques. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante à savoir. L'autre chose importante à savoir, c'est que dans les milieux aristocratiques, l'amour, c'est une chose qui est de façade. On ne se marie pas par amour, on se marie pour faire converger des intérêts de deux groupes différents. On se marie
parce que ça m'arrange, on se marie parce que l'autre peut m'apporter ce que je n'ai pas, et je trouve un intérêt à m'associer de manière définitive avec cette personne dans le cadre de mes intérêts et également des siens. Charles voulait une épouse parfaite en apparence, assez naïve pour ne pas comprendre qu'il y a un triangle amoureux qui se joue, une femme aussi jeune, belle, qui puisse être évidemment fertile pour faire perdurer l'union. Et Diana, elle savait depuis toute petite qu'elle voulait épouser un homme qui soit célèbre, elle ne voulait pas épouser un homme ordinaire, elle ne rêvait pas d'une vie ordinaire, elle voulait une vie extraordinaire, hors du commun. Elle voulait être quelqu'un. Et ça, elle a toujours dit, même lors de ses interviews, elle disait qu'elle ne voulait pas être une fille banale. Elle voulait un homme qui soit sur le devant de la scène. Et en fait, ces deux-là ont eu des intérêts qui ont matché. Et donc, lorsqu'elle a 19 ans, Charles lui propose d'être son épouse. Elle hésite dans un premier temps, et puis elle finit par dire oui. Elle savait pertinemment que Camilla était dans les parages. Et donc, au début, elle se disait, bon, il est peut-être un petit peu amoureux d'elle, c'est son ex, et donc ça va passer lorsqu'on va être marié. Mais en fait, elle était loin de se douter de l'amour profond que Charles éprouvait pour Camilla. Et donc, le jour de leur mariage, Camilla a l'audace de venir à l'église. Donc, Diana va passer vraiment le plus clair de son temps à la chercher du regard, en fait. Elle va la chercher comme ça dans les allées, savoir si elle est là. Elle va chercher son regard, elle va chercher de la confrontation pour lui dire, en fait, c'était ton ex, mais c'est moi qui l'ai épousé, en fait. Et donc, je suis là, 30 ans à toi, il est fini, tu appartiens au passé et c'est moi la future reine de ce pays. Il faut savoir que lors de la présentation justement des fiançailles de Charles et de Diana, il y a un journaliste qui lui a posé la question, j'imagine que vous êtes très heureux justement de Lady Di de Diana. Et il répond, ouais, peu importe ce que amoureux veut dire, chacun a sa propre définition de l'amour. Et donc Diana va vraiment mal le vivre. Et même la veille de son mariage, elle a voulu annuler son mariage, mais c'était déjà trop tard. Elle s'était déjà engagée. Il y avait des photos d'elle partout en Angleterre, partout dans les tasses, etc., les goodies. Elle était déjà partout. En fait, c'était déjà trop tard. Et elle raconte lors d'une interview plus tard qu'elle se sentait comme une espèce de mouton qu'on amenait à l'abattoir. Elle savait qu'elle ne serait jamais reine. Elle savait qu'en fait, des mauvaises choses allaient lui arriver parce qu'elle rentrait justement dans cette famille. Elle avait un mauvais présage et elle ne s'est pas justement écoutée. Et donc, une fois qu'ils vont être mariés, ils vont naturellement aller en lune de miel. Et Charles va emporter avec lui des cadeaux que Camilla lui a offerts, dont notamment un bracelet avec un double C enlacé pour Charles et Camilla. Et donc Diana va se rendre compte en fait des vrais sentiments de Charles. D'abord qu'il ne l'aime pas elle, et ensuite qu'il est profondément amoureux de Camilla, puisqu'il va passer son plus clair de son temps à lui envoyer des lettres d'amour, à l'appeler, à communiquer avec elle, à lui dire à quel point il aime et qu'il est malheureux sans elle. Et Diana va tout simplement péter un câble. Elle pensait que ses sentiments étaient éphémères et qu'ils allaient s'estomper parce qu'ils étaient mariés, mais bien au contraire, ces sentiments n'ont fait que justement se renforcer. Et ensuite, il y aura également une remarque que le prince Charles va dire à Diana qui va très mal le prendre. Mais en fait, il lui dit, mais tu es un petit peu potelé, non? Et donc, elle va très mal le prendre. Et c'est comme ça que justement, ces troubles alimentaires vont commencer. Elle va commencer à s'affamer. Elle va commencer à se faire vomir parce qu'elle se trouvait trop grosse. Elle, qui avait déjà un manque de confiance en elle bien visible, bah, ce manque de confiance ne va faire que justement de s'accentuer. Et donc, elle va vraiment subir comme ça plein d'épisodes qui vont saper sa confiance en elle. Et elle va retomber justement dans ses travers psychologiques. Et il va avoir un grand problème. Donc, une fois qu'elle sera enceinte justement du prince William, donc Charles a le sentiment que sa mission a été accomplie. Donc il va s'éloigner encore plus de Diana pour se rapprocher beaucoup plus de Camilla. Et donc elle est désespérée. Elle veut aller voir la reine d'Angleterre pour en discuter. Elle lui dit en fait de demander à Charles d'arrêter de voir Camilla. Elle lui dit que Charles a une maîtresse. Le problème, c'est que c'était un secret de polichinelle. Tout le monde était parfaitement au courant de la relation entre Charles et Camilla, mais personne ne lui a rien dit en fait. Personne ne lui a dit que c'était une relation qui durait depuis de nombreuses années, que c'était pas du tout une petite amourette, bien au contraire. Et surtout, la reine d'Angleterre, elle lui dit je suis la reine de ce pays, vous n'avez pas à me parler de vos choses stupides, vos choses sentimentales, votre triangle amoureux, je ne veux pas en entendre parler. Il est hors de question, vous allez gérer ça tout seul, comme des grands. Et donc, elle n'avait personne à qui se confier, personne ne l'écoutait, et elle était déjà déprimée, en fait, elle avait déjà des problèmes mentaux elle-même,
Et enceinte du prince William, elle va tout simplement se jeter d'un étage et elle va faire plusieurs tentatives de suicide. Et donc quand la reine se rend compte, elle dit mais qui est cette folle? Non seulement elle veut se suicider, donc elle va mettre ça sur le dos de mon fils et de moi-même, mais aussi elle est enceinte du prince William. Donc elle porte en elle ma future descendance. Et donc c'est là en fait que justement les relations entre Diana et la reine vont vraiment s'effriter. Et là, ça va être la guerre, vraiment la mini-guerre par rapport à son clan. Diana est complètement dévastée. Elle comprend qu'elle est dans une impasse et que personne ne va lui venir en aide tout simplement. Et elle ne peut pas compter sur le soutien de la reine. Au contraire, elle sent ton froid et il y a une sorte de rivalité qui est née en fait entre ces deux femmes. La seule personne dont elle va avoir le soutien, c'est le prince Philippe. Sauf que le prince Philippe, en fait, c'est personne, entre guillemets, la personne qui est importante au Royaume-Uni, c'était du moins la reine. C'est sa parole qui est importante, c'est pas la parole du prince Philippe. Le prince Philippe, il a toujours trouvé Charles stupide, il a toujours trouvé beaucoup trop sentimental, beaucoup trop doux, et il ne comprenait pas qu'il puisse avoir l'audace de tout remettre comme ça en cause, de risquer de tout perdre pour Camilla, qu'il considérait être une catin, parce qu'elle était justement infidèle et qu'elle trompait son mari. Et donc, il y a une sorte d'accord implicite qui a été mise en place entre Diana et Charles. Elle le laissait aller voir Camilla et elle, de son côté aussi, elle avait envie tout simplement d'avoir des amants, d'avoir des relations amoureuses pour avoir un petit peu d'amour. Le problème, c'est que lorsqu'elle avait un amant, donc elle le faisait de manière discrète et quand la sécurité en fait s'en rendait compte, on prévenait tout simplement la reine et pour la reine, il était hors de question que Diana puisse avoir, donc que la future reine puisse avoir des amants, des conjoints. C'était très mal vu. Un homme, selon elle, pouvait avoir plusieurs amantes, plusieurs maîtresses, mais une femme, non, tout simplement. Et donc, à chaque fois que Diana a été en couple avec une personne, cette personne directement a été mutée, soit va justement lui aussi avoir des accidents, notamment des accidents de la route, soit va être mutée et envoyée dans un autre pays. Et donc, c'est un petit peu bizarre parce que la chose ne se répète pas qu'une fois, elle va vraiment se répéter comme ça de manière répétée, de manière voilà, un petit peu continue. Donc, Diana, en fait, elle comprend que Charles, lui, a le droit de s'amuser, mais elle, non, tout simplement. Et donc, là, je vais parler d'une personne qui est James Hewitt. Euh, c'est un amant, un des amants de Lady Diana. Ils sont restés ensemble 6 ans. Et donc, il y a des rumeurs qui disent que le prince Harry ne serait pas le véritable fils de Charles, mais le fils de James. Donc là, pour l'instant, moi, évidemment, je n'ai aucune preuve, je ne peux pas affirmer ça, mais il y a en tout cas pas mal de rumeurs par rapport à ça, par rapport à la réelle paternité de Charles par rapport au prince Harry. Et c'est assez flagrant parce que les deux se ressemblent énormément. Les deux ont vraiment beaucoup des traits de caractère qui se ressemblent. Ils sont tous les deux roux, ils sont tous les deux, ils ont la même forme de nez, etc. Mais bon, ça reste une hypothèse. Moi, je ne peux affirmer absolument rien en ce qui concerne la paternité d'Harry. Diana, parce qu'elle était en conflit avec la reine, elle avait naturellement pas du tout le soutien de son milieu, le milieu aristocratique britannique, bien au contraire. Quand la reine te déteste, elle te blacklist et donc tous les gens de ce milieu-là font la même chose. Donc elle a été éloignée, elle n'a pas été respectée, elle a subi un manque d'amour, elle qui en avait déjà énormément manqué durant son enfance. Et ben, en fait, c'est tout naturellement qu'elle va se diriger vers les personnes qui avaient de l'amour en fait pour elle. Et ces personnes-là sont des personnes d'autres milieux sociaux, d'une classe sociale inférieure. C'est vraiment le grand public, quoi. C'est vraiment le commun des mortels qui vouait une admiration pour Diana. Et elle, parce qu'elle n'avait pas l'amour justement de ses proches, elle s'est tout simplement dirigée vers eux. Et je pense qu'elle avait également un cœur vraiment assez pur. Elle aimait les enfants, elle les mettre au contact des gens. Et donc c'est d'ailleurs une des premières personnes à avoir enlevé ses gants pour serrer la main des personnes atteintes du sida, ce que la reine à l'époque refusait de faire parce qu'elle avait peur du sida, c'était une maladie inconnue pour tout le monde. La reine ne serrait pas les mains des gens, la reine était très distante, elle ne voulait pas approcher des gens et elle faisait tout le contraire. Elle souriait aux gens, elle les prenait dans ses bras, elle leur faisait des câlins et en fait elle dit ok, moi je ne serai peut-être pas la reine de ce pays, mais je serai la reine du peuple en fait, je serai la reine des cœurs. Et donc ça, c'est une opposition et limite une déclaration de guerre en fait à la reine d'Angleterre, elle-même qui était la véritable reine. Elle lui disait en fait, toi,
tu as la couronne britannique, tu as tous tes petits gens autour de toi, mais moi, j'ai le peuple, en fait. Donc, je pense que d'une part, elle a vraiment toujours aimé être avec les gens, elle a vraiment manqué d'amour, et donc, elle ressentait cet amour-là autour d'elle par des classes, justement, sociales inférieures. Mais de l'autre aussi, c'était une sorte de confrontation par rapport à la reine. Elle savait qu'en volant la vedette, justement, à la reine n'allait pas apprécier, et parce qu'elles étaient justement en guerre froide, ça pouvait être également un moyen de l'embêter, tout simplement. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle va aller vraiment, qu'elle avait, à mon avis, multiplié les rencontres, multiplié les actes caritatifs en fait, qu'elle multipliait vraiment, elle prenait vraiment position pour des choses assez fortes, notamment elle est partie en Angola où il y avait des mines, elle disait voilà, on veut pas de guerre, voilà, on veut pas, etc., de famine dans le monde, etc. Et donc à l'époque, pour une femme, c'est vraiment assez rare en fait. Et c'est pas ce qu'on attendait d'elle en tant que princesse. En tant que princesse, on attendait d'elle, voilà, qu'elle aille voir les animaux, qu'elle aille soutenir la paix, etc. Mais elle prenait vraiment position. Je pense que peut-être d'une part, elle avait de véritables convictions, mais de l'autre aussi, c'était pour embêter tout simplement les gens de la couronne. Diana, elle comprend parfaitement la situation dans laquelle elle est. Elle sait qu'elle est en conflit direct avec la reine. Elle a d'ailleurs un très mauvais pressentiment. Elle, elle a écrit en fait une lettre à son amie où elle disait qu'elle pensait qu'elle allait mourir d'un accident de voiture. Parce qu'il y avait des signes en fait qui lui disaient ça et qu'elle savait en fait qu'on complotait quelque chose contre elle. Et parce qu'elle aussi ne pouvait pas avoir d'amant, à chaque fois qu'elle avait un amant, soit il avait justement des accidents, soit il a été justement affecté ailleurs, elle n'avait pas le droit justement d'avoir des amants comme Charles. Et donc, elle s'est dit, mais à quoi est-ce que je sers en fait? Pour me protéger, je vais faire une interview de manière discrète, absolument sans que la couronne puisse être au courant, où je vais tout simplement dévoiler les véritables secrets de cette famille. La face sombre justement de Charles, qui n'est pas l'homme que l'on croit en fait, qui est un homme qui trompe sa femme, qui est abusif émotionnellement et psychologiquement envers moi, et du manque de soutien dont cette famille m'a témoigné en fait. Que cette famille en fait, de l'extérieur, elle peut paraître comme une famille qui est absolument magnifique, mais de près, c'est une famille en fait qui est toxique. En fait, elle parlait déjà de ça à l'époque. Et elle a également coécrit un livre autobiographique et racontait ses malheurs dans ce couple, dans ce triangle amoureux. Elle racontait ses nombreuses tentatives de suicide, ses troubles psychologiques et alimentaires, également sa sombre enfance. Cette interview fait l'effet d'une bombe et la reine voit rouge. C'est une déclaration de guerre, vraiment, on tire à balles réelles là. C'est une déclaration publique et il n'y a rien qui va. D'abord, le slogan de la reine, c'est Never complain, never explain. On ne se plaint pas et on ne vient certainement pas étaler sa vie privée sur la place publique. Il en est hors de question. Et encore, si elle s'était limitée à critiquer le prince Charles sur son rôle justement d'époux défaillant, ok, mais qu'elle puisse remettre en cause justement la légitimité de Charles en disant que Charles n'est pas un bon roi, il ne fera jamais un bon roi et que William directement devrait être roi, la reine elle voit rouge parce qu'en remettant en cause la légitimité de Charles, elle remet aussi en cause la légitimité de la reine. Elle, pour qui le fait d'être reine n'est pas simplement un job, n'est pas une chose à prendre à la légère, elle a vu rouge. Et à l'époque, même si ça ne se faisait pas, les royals, comme on dit, ne divorçaient pas. Elle a dit, je m'en fiche, cette femme doit partir de ma famille, vous allez divorcer et je vais te prendre tout. Si tu n'écoutes pas ce que j'ai à te dire, je vais te prendre tout, y compris tes fils. Donc, ils ont signé une sorte d'accord comme ça, où on disait, ok, vous allez divorcer, puisque vous ne voulez plus être ensemble l'un avec l'autre, vous allez divorcer. En revanche, toi, Diana, tu vas prendre ta retraite sur la scène médiatique, sur l'espace public, et on va te laisser voir tes enfants de temps en temps. Si tu refuses cette condition-là, en fait, tu verras ce qui va se passer tout simplement. Et donc, ils vont divorcer. Et Charles n'est pas justement le seul à divorcer également. Il y a également sa sœur et son frère qui eux aussi vont divorcer. Et en fait, la reine se rend compte que l'amour, c'est une chose qu'on ne force pas en fait. Parce qu'elle était en fait la personne qui avait le droit justement de veto sur la relation de couple d'une personne. Elle s'est rendue compte qu'en fait, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que 3 de ses enfants vont divorcer et c'est une chose qui est horrible, c'est une chose qui, voilà, c'est du jamais vu en fait pour une famille royale. Et elle qualifie cette année justement d'année d'Annus Horribilis. En fait, c'est l'année la plus horrible de sa vie, tout simplement. Diana, dans un premier temps, elle accepte de jouer le jeu, elle va justement se mettre en retrait médiatique. Le problème, c'est que les paparazzis ne vont pas du tout
l'entente de cette oreille, bien au contraire, ils vont continuer à se multiplier. Ils vont en fait tout simplement la harceler H24. Chaque seconde de sa vie, elle sera en fait entourée par les paparazzis. Elle comprenait et elle supportait quand elle était princesse et quand elle était mariée au prince Charles. Elle pensait justement que parce qu'ils allaient divorcer, bah, les paparazzis allaient partir, mais bien au contraire en fait. Et là, on est bien avant l'ère de Kim Kardashian, l'ère des réseaux sociaux, l'ère d'Instagram, où les femmes veulent à tout prix être connues et célèbres. Bien au contraire, elle était déjà harcelée et elle en avait marre. Ensuite, Diana va tomber amoureuse d'un docteur pakistanais, musulman, c'est important de le préciser, qui est le docteur Hasnat. Et donc, Diana tombe éperdument amoureuse de cet homme. Elle aime la façon dont il s'occupe des gens, dont il soigne les gens. Elle aime également son cœur pur. Bah, le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes, justement. La mère de cet homme n'est pas d'accord. Il dit d'abord, toi, Diana, tu es une femme divorcée. Donc, à l'époque, c'était un peu grave de divorcer quand même. En plus, tu as divorcé de qui? D'un prince. En plus de ça, tu es H24 entouré de paparazzis. Les paparazzis te rendent la vie vraiment misérable. Et en plus de ça, tu es chrétienne. Mon fils est musulman. Et donc, il est hors de question que cette union puisse persister en fait. Il est hors de question que tu puisses épouser mon fils. Et donc, la mère a exigé la séparation de ces deux-là. Et ça a été un deuxième drame, mais vraiment absolument affolant pour Diana, qui ne s'en était pas remis en fait. Diana va ensuite tomber amoureuse de Dodi Al-Fayed. Et c'est important aussi de comprendre qui est Dodi Al-Fayed et de savoir d'où vient cet homme et sa famille tout simplement. Donc Dodi Al-Fayed est le fils de Mohamed Al-Fayed, qui est un milliardaire égyptien. C'est d'ailleurs le propriétaire du Ritz à Paris. Et Mohamed Al-Fayed, au départ, il était très proche de la couronne britannique parce qu'il est très riche, il investissait, il partageait vraiment des passions communes avec la reine d'Angleterre. Ensuite, ils sont tombés en désamour, comme disent nos amis canadiens, avec la reine, puisque justement, ils étaient en froid à ce moment-là, et Dodi et toute sa famille, en fait, ont été blacklistés par la reine d'Angleterre. Et quand la reine d'Angleterre te blacklist, ben en fait, tu es foutu, surtout si tu es vraiment une personne dans les affaires, etc. Et donc, il y a toujours eu cette espèce de rancune entre ces deux familles-là, entre la famille Al-Fayed et la famille royale. Ils ne se supportaient pas. Et Diana, je pense qu'à mon avis, elle a peut-être fait exprès, elle a décidé tout simplement de se mettre en couple avec un membre d'une famille ennemie de la famille royale, qui est tout simplement Dodi Al-Fayed. Diana va décéder dans un accident de voiture. Et je ferai une vidéo spéciale justement sur cet accident de voiture et j'expliquerai en quoi, selon moi, cet accident est tout en fait sauf un accident et qu'il a été planifié en amont. C'est un acte complètement prémédité. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et donc il faut savoir que c'est un accident qui est quand même très suspect. Bizarrement, au moment où l'accident se produit, donc on est en France, on est au niveau du pont de l'Alma, on est à l'entrée d'un tunnel et bizarrement, on va dire que toutes les caméras de surveillance à ce moment-là, ce jour-là, ne fonctionnaient pas. Et cette théorie en fait est fausse parce qu'il y a une personne qui a reçu justement une contravention qui a été filmée et photographiée au moment où en fait elle était justement elle aussi dans ce tunnel et qui a reçu sa contravention. Donc, est-ce que vraiment toutes les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas à ce moment-là? On en parlera. Deuxième problème, il y a eu un gros problème avec la voiture. C'était une voiture vraiment ancienne, etc. Beaucoup de choses à dire. Et trois, c'est surtout le temps que l'ambulance a pris pour arriver sur place. Et le temps qu'elle a encore pris pour l'amener justement aux urgences. Il y a vraiment beaucoup d'incohérences par rapport à ça, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo par la suite. Mais je pense, à mon avis, que cet accident n'est absolument pas un accident en fait. Et lorsque Diana décède de manière prématurée, la reine, en fait, elle n'a pas envie de lui rendre hommage. Elle ne fait pas baisser le drapeau, elle ne le met pas en berne, et elle s'en va en vacances pendant 5 jours. Silence radio. Elle ne parle à personne, elle ne communique pas, elle n'a pas envie d'être là, elle n'a pas envie d'être vue en fait, elle n'a aucune envie de lui rendre hommage. Le problème c'est que Diana était particulièrement aimée, adorée par les fans. Les fans lui ont dit mais il se passe quoi là? Il se passe quoi? Diana est morte et tu ne veux pas lui rendre hommage? Bon, en fait, on va venir te chercher dans ton château, on va te faire sortir de là et tu vas lui rendre hommage de gré ou de force. En fait, la reine était vraiment menacée et c'est ce moment-là où elle a failli perdre justement le trône. Elle a compris que si elle ne sortait pas pour dire quelque chose pour calmer le public, en fait, elle allait éventuellement elle aussi y passer. Elle allait en tout cas perdre une grande partie de son royaume et ça n'allait pas en fait bien finir cette histoire-là. Parce que Diana était vraiment une personne
très aimée, très admirée. Et donc, les gens, le monde entier était triste quand cette femme est tout simplement décédée. Elle va laisser derrière elle, évidemment, deux orphelins, le prince William et le prince Harry, et une famille qui est tout simplement endeuillée, un peuple entier dans la tristesse. Et les gens, à mon avis, ne l'oublieront jamais. Euh, je pense ici qu'effectivement Diana a été sacrifiée, mais pas dans le sens ésotérique du terme, bien au contraire, sacrifiée dans le sens où la reine elle se disait soit je sacrifie ce pion-là et toute ma descendance, toute ma lignée, toute ma famille, justement mon trône va perdurer, soit je prends le risque de la garder en vie. Et là, en fait, c'est moi qui risque de tout perdre. Et je n'aurais pas été en mesure, justement, d'assurer ce rôle qui m'a été confié pour faire perdurer la lignée royale, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense qu'elle a été sacrifiée parce qu'elle devenait justement un élément qui était beaucoup trop perturbateur, un élément qui était beaucoup trop gênant, à la fois pour la reine, mais aussi qui remettait en cause tout l'établissement, comme on dit, de firm, comme on dit de manière en anglais. Et donc, c'est comme ça que je vois les choses. Et aussi, une autre théorie qui est la mienne, c'est que tant que Diana aurait été en vie, je ne pense pas que le prince Charles aurait été en mesure de se remarier en fait avec Camilla, bien au contraire. Et à la mort justement de Diana, ils vont prendre un petit peu de temps, ils vont quand même rester discrets, rester un petit peu sous les radars. Mais entre-temps, Camilla, c'est vraiment une des personnes les plus détestées du Royaume-Uni. Personne ne l'aime, personne ne la respecte, tout le monde pense que c'est une briseuse de couple. Et malgré ça, en fait, elle va épouser tout simplement le prince Charles. Je pense que la reine, elle a bien compris que ça ne servait à rien en fait de forcer des gens à se marier, de faire en sorte de perdurer ces traditions où on met ensemble des gens pour servir en fait de façade. Elle a tout simplement dit ok, Camilla, tu veux être mariée, tiens Charles, il est là, mariez-vous, mais je ne veux rien entendre de vous et je vais vous dire justement de ne pas avoir d'enfants, je ne veux pas de descendance par rapport à ça, et vous allez rester sous les radars, vous allez rester silencieux. Et c'est comme ça qu'ils se sont tout simplement mariés et qu'ils ont continué à vivre leur vie. Par contre, la reine Elisabeth II, elle savait très bien que Charles ne ferait pas, à mon avis, un bon roi. Et par contre, elle a absolument insisté pour que William épouse une femme d'abord qu'il aime et ensuite qu'elle puisse avoir une image vraiment très lisse, très classe, très soignée, qu'elle puisse être préparée justement à ce rôle de reine parce qu'il était hors de question pour elle qu'on puisse subir un deuxième Diana. C'est pour ça que le prince William a mis 10 ans avant d'épouser Kate Middleton. Ils ont été en couple pendant 10 ans avant de se marier. Et nous arrivons du coup à la fin de cette vidéo. Je ferai une vidéo spécialement sur l'accident de Lady Di et j'expliquerai en détail en quoi est-ce que cet accident est tout sauf un accident. Je vous dis à la prochaine. Bye.